Donc, c'est toujours avec un grand plaisir que je viens dans la ville de Tizi Ouzou, et exceptionnellement à l'université de Tizi Ouzou, avec laquelle je partage beaucoup d'amis, d'accord, depuis de longues dates. Et aujourd'hui, donc, je viens essentiellement pour annoncer le démarrage de l'année internationale, donc, qui est dédiée cette année par l'UNESCO aux éléments chimiques, aux éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Donc l'UNESCO a décidé que l'année 2019, c'est l'année qui doit être consacrée, d'accord, au tableau de Mendeleïev, puisqu'en fait, c'est un peu le centenaire, d'accord, ça fait à peu près 150 ans qu'on a commencé à parler du tableau périodique de Mendeleïev, et donc pour donner de l'importance, puisque l'UNESCO chaque année décide donc d'organiser une année par rapport à quelque chose. Et donc cette année, ça a été consacré au tableau périodique de Mendeleïev et aussi à un grand savant musulman, Jabir ibn Hayy, qui est un peu pour eux le père fondateur de la chimie moderne, de la chimie moderne. Et donc il y a beaucoup d'événements qui sont organisés à travers le monde, et puis la semaine passée, nous étions à l'ouverture de cette année, qui a eu démarrage à Paris, à l'UNESCO, et donc l'Algérie fait officiellement donc, du réseau des pays, il y a 42 pays qui sont donc impliqués dans cette démarche, et donc nous avons mis en place un riche programme en Algérie à travers la mise en place de plusieurs événements. Essentiellement, nous aurons la visite de plusieurs prix Nobel qui viendront en Algérie animer des conférences, et puis aussi beaucoup d'événements, que ce soit de vulgarisation, que ce soit de commune de savoir et de développement de la connaissance, pour justement honorer cette année internationale. Donc officiellement, je vais donner l'ouverture de cette année en Algérie à partir de l'université de Tizi Ouzou. Donc l'université de Tizi Ouzou a ce privilège de démarrer cette année de l'année internationale. Donc c'est pour ça que j'ai voulu insister pour faire des conférences autour de domaine, et là, celle qui concerne aujourd'hui l'eau, elle a un peu une relation avec la chimie. L'eau, c'est un peu, quand on parle de l'eau, on parle de H2O, donc c'est les éléments chimiques, d'accord, c'est l'hydrogène et l'oxygène, donc inévitablement, d'accord, c'est des éléments chimiques, d'accord, donc du tableau périodique de Mendeleïev. Alors, aujourd'hui, parler de l'incroyable vérité sur l'eau, vous savez tous, peut-être, nous allons un peu changer un peu le concept. Nous allons innover pour regarder l'eau de façon différente. Regarder l'eau de façon différente, c'est-à-dire, beaucoup de gens voient l'eau comme un liquide normal qu'ils utilisent tous les jours, puisque l'eau c'est la vie, l'eau sans l'eau nous ne pouvions pas exister. Et donc, je vais un peu donner des choses un peu classiques. Ensuite, un peu des choses philosophiques, et puis des questionnements que nous nous poserons tous ensemble et que nous essayerons ensemble de résoudre. Donc, cette question de l'eau m'a tarabusté depuis 10 ans. Donc, depuis 10 ans que je suis donc, un peu impliqué, donc essayer de comprendre les secrets de l'eau. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune certitude sur l'eau. Jusqu'à présent, toutes les études donc, dans le domaine de la recherche de l'eau, on n'a pas encore percé ces secrets. Ces secrets restent encore énigmatiques. Beaucoup de choses sont énigmatiques. Beaucoup de choses, on n'arrive pas à les comprendre. Et donc, c'est pour cette raison que je voulais partager ces mystères, partager ces énigmes avec vous, et puis, à la fin, de vous donner cette incroyable vérité sur l'eau. Cette incroyable vérité sur l'eau par rapport à cela. Alors, comme j'ai dit, de la simplicité à la complexité d'abord. La molécule d'eau, c'est la molécule la plus simple qui puisse exister. C'est à 2 hydrogènes et un oxygène, donc c'est une liaison qui lie donc un oxygène en tant que molécule simple. Quand je vois l'eau en tant que molécule simple, c'est-à-dire l'élément de base qui constitue l'eau, qui est donc la molécule H2O, c'est très simple. C'est la chose la plus simple, on peut facilement l'étudier, on peut facilement la comprendre. Quand on fait des expériences ou quand on fait des calculs, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais quand les molécules se mélangent, pour former au moins une mole, d'accord, donc c'est plusieurs molécules qui s'organisent, là ça devient extrêmement complexe. Et c'est là où il y a la difficulté. Une eau
de la molécule au liquide. Donc, pour faire un liquide, c'est plusieurs molécules qui doivent s'assembler, qui doivent s'unir, qui doivent s'organiser. Les molécules, c'est à ce moment-là que la complexité apparaît. Et donc, cette complexité, on n'arrive pas à la comprendre jusqu'à présent. On donne des suppositions, on fait des études, on fait des recherches, et on arrive à des conclusions, mais qui ne sont pas aussi certaines que cela. Il y a encore des doutes sur la connaissance de cet arrangement de ces molécules pour former la molécule. Donc c'est pour ça que j'ai dit de la simplicité à la complexité. C'est-à-dire on part d'une molécule simple à un liquide très complexe qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, tout cette mélange de liaisons, je ne vais pas montrer donc, les types de liaisons de ce type-là, ces mécanismes de choses-là, donc on n'arrive pas à comprendre ceci. Et puis, extraordinairement, cela paraisse. Il y a une année, en 2017, il y a un article qui a été publié dans Nature, d'accord, en faisant l'analyse. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de la glace, d'accord, de l'eau qui s'est transformée en glace, d'accord, et quand il s'est transformé en glace, on a laissé un peu fondre, mais quand, au moment où il commençait à se fondre, on a commencé à faire ce qu'on appelle des expériences de rayons X, c'est-à-dire de la DRX, pour étudier l'état cristallin, d'accord, de la molécule d'eau à ce moment-là. Et puis, chose extraordinaire, on découvre que l'eau, en fait, ce n'est pas un mélange simple, mais c'est le mélange de deux liquides. Ça paraît extraordinaire. Ça veut dire que l'eau que nous avons, les mains que nous utilisons tous les jours, ce n'est pas un liquide homogène. Mais en fait, c'est le mélange de deux liquides. C'est le mélange de deux liquides, et c'est ce que j'ai vu ici, d'accord? Donc c'est un mélange de deux liquides. Donc ça veut dire qu'en fait, l'eau, comme j'ai dit à la cuisson, n'est pas un liquide compliqué, en fait, d'accord? Mais deux liquides simples avec une relation compliquée. En fait, l'eau, c'est un mélange de deux liquides qui sont très simples, mais le fait de se mélanger, c'est cette relation entre ces deux mélanges qui est très compliquée. Donc cet article qui a été publié récemment remet en cause beaucoup de choses qui ont été décrites sur l'eau et qui remet en cause un peu toute cette complexité de l'eau et toute cette organisation structurale de l'eau, puisque la DRX donne une analyse structurale du liquide. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à une conclusion que l'eau est un mélange de deux liquides simples, mais dans une relation très compliquée entre eux. D'accord? Donc c'est comme si c'est le mariage entre une femme et un homme, ils sont très simples au départ, mais quand ils sont dans une relation, ça devient très compliqué la relation. Parfois elle est très belle, et parfois elle n'est pas aussi calme que cela puisse être imaginé. Donc c'est un peu cette noce entre deux liquides qui représente aujourd'hui. Donc c'est la vision actuelle donc, de l'eau. Donc première surprise sur cette vérité sur l'eau. Donc ça veut dire que l'eau n'est pas un liquide tel que nous le croyons, un liquide unique, homogène, uniforme, mais c'est le mélange de deux formes uniformes, deux formes homogènes et uniformes. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que l'histoire, l'origine de l'eau sur la Terre, là aussi on a commencé à spéculer, d'accord, il y a eu plusieurs scénarios. Comment l'eau est arrivée sur la Terre? Comment l'eau est arrivée sur Terre, puisque nous, comme on dit, c'est la planète bleue. La Terre est la planète bleue, c'est la planète où il y a le maximum d'eau. Comment cette eau est arrivée sur Terre? Alors, il y a plusieurs scénarios. Donc, les physiciens, les astrophysiciens ont supposé plusieurs scénarios, d'accord, pour cela. Et puis, les trois scénarios ont été établis, où chacun défend sa chapelle. Donc, le premier, vous voyez, c'est la formation, c'est autour de la formation c'est le monde qui était abrité dans le système solaire, c'est-à-dire que le système solaire, quand il s'est composé au départ, l'eau était quelque part dans ce système solaire, et donc il provient de ce système solaire qui était donc un peu stocké dans le système solaire. Le deuxième scénario, c'est un astéroïde. Donc l'eau a été apportée sur Terre à travers des astéroïdes qui ont frappé la Terre, d'accord, et qui ont donné naissance à l'eau sur la Terre.
Et le troisième, c'est un peu de ces géants gazeuses, de ces grandes étoiles, d'accord, qu'on appelle des géants gazeuses, d'accord, qu'on appelle aussi les planètes telluriques, d'accord, qui ont donné naissance à l'eau sur Terre. Tous ces scénarios, c'est des spéculations. Le physicien à travers des théories qui ont été mises en place, mais pas une évidence concrète donc, de l'origine de l'eau. Juste dernièrement, donc en 2016, il y a un article qui a été aussi publié dans Nature, d'accord, par des groupes de physiciens américains et de l'Europe du Nord, des pays baltiques, d'accord, qui remet en cause quelque chose qui est extraordinaire. En fait, qu'est-ce qu'ils disent? L'expérience est une expérience basée sur des analyses de l'eau lourde du deutérium, donc c'est une analyse, c'est expérimental, c'est pas théorique, ça a été vérifié expérimentalement. 50% de l'eau sur Terre serait plus vieille que le Soleil. C'est extraordinaire. Ça veut dire que 50% de l'eau qui est dans la Terre est plus vieille que le Soleil. Ça remet en cause toute la formation des planètes. Ça veut dire que la Terre est plus vieille que le Soleil dans la constitution de ce système solaire, ou bien comment? Donc la question est là. Ça veut dire que cette eau qui est sur Terre aujourd'hui est 50% de l'eau qui est dans la Terre. Elle est plus vieille que le Soleil. Et ça, c'est une expérience vérifiable, d'accord, une expérience bien établie, d'accord, ce n'est pas une supposition théorique, mais c'est une réalité physique, d'accord. Donc, selon une étude, comme je l'ai dit, pareil dans la revue Science, important, donc je remets en cause aujourd'hui, c'est un peu ceci, d'accord. Donc, en fait, l'eau est un élément qui est bien plus ancien que en fait quoi? Que la conception du système solaire. Puis toutes les études, comme les scénarios que vous avez vus tout à l'heure, c'est des scénarios qui disent un peu, c'est dans l'eau provient du système solaire qui était un peu emmagasinée lors de la conception du système solaire, mais là, ça remet en cause un peu toutes ces évidences par rapport à cela. Et donc, ça pose un réel problème, d'accord, que un peu l'eau qui est sur la Terre est de 50%, ça veut dire que l'eau que nous vivons aujourd'hui, peut-être, de ces nappes souterraines, d'accord, parce qu'en fait, si cette eau existe dans des nappes souterraines, elle est plus vieille que le Soleil. C'est extraordinaire, hein, que nous puissions boire de l'eau qui est plus vieille que le Soleil lui-même et sa constitution. Donc, ça, c'est aussi une deuxième vérité, d'accord, incroyable, sur laquelle nous n'avons jamais pensé que cela pouvait exister, que l'eau sur Terre était plus vieux que le Soleil. Alors, donc, je ne vais pas rentrer, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Donc, ces chercheurs arrivent à la conclusion finale, d'accord, à la conclusion finale, que cela signifie que cette molécule était disponible comme brique élémentaire quand les planètes sont nées. Et que nous pouvons espérer trouver d'autres planètes en la même molécule qui a rendu la vie possible. Ça veut dire que, en fait, l'eau si l'eau était sur Terre, elle est plus vieille de 50 ans que le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'eau qui a donné naissance, hein, à la création de cette planète. Et donc ça veut dire que c'est l'eau, cette molécule, qui est la brique élémentaire de la conception de la vie. Fondamentalement important, et là, ça a des implications extraordinaires par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les visions métaphysiques, d'accord, par rapport à la compréhension de cette phrase-là. Alors, maintenant, où on retrouve l'eau? Que représente l'eau par rapport à l'eau? Alors, l'eau, vous savez tous, donc l'eau recouvre 70% de notre planète. Donc, 70% de notre planète est faite d'eau. Mais quand on voit ces 70% de notre planète, 97,2% c'est de l'eau salée. De l'eau douce, ça ne représente que 2,5% de ces 70%, d'accord, de l'eau qui se trouve sur la Terre. En fait, l'eau douce, il n'y a pas beaucoup.
D'accord? Il n'y a pas beaucoup de ces 70% que représente l'eau dans la Terre, il n'y a que 2,5% qui sont de l'eau douce. D'accord? Donc les réserves ne sont pas aussi importantes. Les réserves en eau salée sont importantes, elles sont de 97%, mais c'est l'eau douce qui n'est pas l'eau. Alors, maintenant, si nous allons à l'infiniment petit, nous en tant qu'êtres vivants, nous en tant qu'êtres vivants, qu'humains, qu'est-ce que représente dans notre corps l'eau? 70% de notre corps est fait d'eau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes d'une matière solide, d'accord? Quelque chose qui est notre corps. Notre corps est fait de 70% d'eau. Donc 70% de notre corps est fait d'eau. Si je vais plus loin, notre sang, 92% est fait d'eau. Extraordinaire, ça veut dire que notre sang, en fait, est fondamental. Et c'est pour ça, vous savez, ça me rappelle une anecdote au XVIIe siècle, d'accord, quand on faisait des transfusions sanguines, quand on a commencé à voir quelqu'un qui perd du sang, à l'époque, les transfusions sanguines, qu'est-ce qu'on lui mettait? On lui mettait de l'eau salée. On le transfusait avec de l'eau salée, d'accord? Et en fait, ça donnait des résultats, d'accord? Parce que le sang, en fait, est fait 92%, d'accord, du sang. Ensuite, les tissus musculaires, tous nos muscles que nous avons ici, tous ces muscles, 80% de nos muscles, c'est de l'eau. 80% de nos muscles, c'est de l'eau. Et puis si on va aux globules rouges, des éléments fondamentaux, les globules rouges plus petits, 60% des globules rouges fait de l'eau. Donc vous voyez, cette eau qui est partout, qui existe partout et qui est partout, elle fait partie de nous-mêmes, d'accord, elle se retrouve partout. Donc ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est la brique élémentaire et l'eau, d'accord, pour les planètes, elle peut être aussi la brique élémentaire pour la vie, d'accord, et donc pour la vie, pour tout ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est les choses les plus, je dirais, qu'on soit au même degré de connaissance pour pouvoir poursuivre notre quête à la vérité, notre quête à cette incroyable vérité. Alors, pourquoi l'eau est un liquide différent? Vous savez, parmi tous les liquides qui existent aujourd'hui, l'eau est unique. On dit à peu près qu'il y a 70 anomalies par rapport à tous les liquides que nous connaissons sur Terre. Tous les liquides que nous connaissons sur Terre, l'eau, il a 70 anomalies par rapport à tous les autres liquides que vous connaissez. Pourquoi? Là aussi, c'est une énigme. Pourquoi? L'eau est anormale. Pourquoi l'eau se comporte de façon anormale par rapport aux autres liquides qui existent aujourd'hui? Et donc, c'est, apparemment, je ne vais pas énumérer tous les anomalies de l'eau, d'accord? Mais la première anomalie, c'est que quand l'eau, vous le mettez dans un frigo, dans un congélateur, et vous l'oubliez, si vous mettez une bouteille pleine, vous la mettez dans un congélateur, le lendemain vous revenez, elle explose. Parce que le volume augmente. Donc le volume, plus l'eau refroidit, plus son volume augmente. D'accord? Alors que tous les autres liquides, c'est l'inverse. Le seul liquide, d'accord, par un ou deux autres liquides, mais majoritairement le seul liquide qui prend du volume quand il gèle, c'est l'eau. Et c'est un comportement anormal, parce que tous les autres liquides n'ont pas, c'est-à-dire que le volume diminue quand on le gèle, d'accord, le volume diminue pour les autres liquides, sauf l'eau, d'accord, qui augmente, d'accord, son volume. Et donc si on augmente son volume, ça veut dire quoi? Et ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que sa densité devient plus faible. Si sa densité devient plus faible, ça c'est extraordinaire comme la nature a pu s'auto-organiser et elle n'a pas pu s'auto-organiser de cette façon pour donner la vie. Parce que si la densité est plus faible, tous les océans seront gelés. Tous les océans seront gelés. Et c'est pour ça que les icebergs flottent. Parce que leur densité devient plus faible. Parce que le volume augmente.
Et donc il flotte. S'il ne venait pas à flotter, c'est tous les océans qui seront gelés. Il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus d'espèces, ni végétales, ni animales. Et ça, c'est peut-être l'incroyable subtilité de la création de Dieu. Que nous puissions réellement avoir cette propriété unique de l'eau. Parce que si l'eau n'était pas un liquide anormal, nous n'aurions pas cette propriété anormale que l'eau puisse devenir, densité devient plus faible et tous nos océans seront gelés. Parce qu'il a cette propriété de son volume augmente, d'accord, sa densité. Ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation. Vous savez, quand quelque chose qui est très froide, pour la réchauffer, ça prend beaucoup de temps. Alors c'est l'inverse l'eau. Plus l'eau est froide, plus elle chauffe rapidement. Si vous mettez une casserole, deux casseroles, une faite avec de l'eau normale, à température normale, et si vous prenez une eau que vous avez mis au frigo, pendant un moment et vous la mettez sur le feu, celle qui va bouillir plus rapidement, c'est celle qui était dans le frigo. C'est anormal. Qu'une eau froide va mettre moins de temps pour bouillir qu'une eau chaude qui est déjà chaude. D'accord? C'est la deuxième anomalie de l'eau. Deuxième anomalie. D'accord? Donc plus l'eau est froide, plus elle s'évapore rapidement. Ça veut dire que plus l'eau est froide, plus elle s'évapore rapidement. Et ça implique beaucoup de choses par rapport au changement climatique. Ça veut dire que la calotte glaciale va s'évaporer plus vite qu'une eau qui se trouve dans un lac à côté ici, à côté dans un lac bien. Et c'est pour ça qu'il y a ces changements climatiques. Parce que cette eau qui est glaciale, elle va rapidement s'évaporer par rapport à une eau qui se trouve dans un lac normal. Et donc ça, c'était une anomalie, donc il faut combattre ces changements climatiques. Parce que ça devient une vraie menace, d'accord? Parce que l'eau, en fait, l'eau douce, elle est plus dans les icebergs que dans les autres endroits. Donc voilà, ceci est très important, d'accord? Et puis, toute cette stratification, justement, cette anormalité de l'eau, qui fait qu'en été, vous avez un sens inverse, plus vous allez descendre, plus la température va se refroidir, et en hiver, plus vous allez descendre en profondeur, plus l'eau va devenir plus chaude. C'est ce qu'on appelle la stratification de l'eau. Et puis, quand vous voyez, quand vous mettez une casserole, ça aussi c'est une chose extraordinaire de l'eau. Pourquoi l'eau c'est un élément incroyable pour nous dans notre vie sur Terre. Regardez quand vous mettez de l'eau sur le feu. Et à un moment donné, vous allez commencer à avoir des bulles qui commencent à remonter à la surface. Vous voyez, des bulles qui commencent à remonter à la surface. D'accord? Avant de commencer à bouillir. Quand il commence à bouillir, vous avez des bulles qui remontent à la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du gaz carbonique. L'eau lâche le gaz carbonique qu'il a séquestré. Ça veut dire que l'eau est le meilleur élément qui puisse séquestrer le gaz carbonique. Ça veut dire que l'eau joue un élément fondamental, d'accord, dans la vie. Pas dans la vie qu'on voit, mais dans la climatologie, dans ce que nous respirons, parce qu'il séquestre le gaz carbonique. Plus il y a de l'eau, plus il pourra séquestrer plus de gaz carbonique. Moins on aura d'eau, plus on aura de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc on le remarque ici, ça veut dire qu'on est en train de casser des liaisons, et en cassant des liaisons, on est en train de libérer ce gaz carbonique qui était séquestré dans les molécules d'eau. Donc ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Quel rôle joue l'eau dans le cycle de la vie de façon globale. Donc c'est quelques anomalies que je voulais discuter avec vous par rapport à ces anomalies de l'eau et ces propriétés anormales que vous voyez. L'eau joue un rôle important, ne serait-ce que dans la vie, c'est nous vivons, et puis nous respirons.
Parce que ce que nous respirons, l'eau est aussi responsable, puisqu'il séquestre le gaz carbonique. Alors, tout ceci, et puis, c'est les derniers mystères, comme je dis, aujourd'hui, on va plus loin dans l'eau, on a trouvé des zones de température qu'on a baptisées de no man's land, des températures entre moins 20 et 40 degrés. Quand on refroidit l'eau entre moins 20 et 40 degrés, il y a des états exceptionnels qui apparaissent, des états, ce qu'on appelle des états vitreux, des états solides, mais qui ont des propriétés un peu plus compliquées, je ne montre pas sur ça, qu'on n'a jamais vu ailleurs, qu'on voit que dans cette élément. Voilà. Première partie, tout ce que nous avons vu l'eau du point de vue chimique. Tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est nous avons vu un regard d'un point de vue chimique de l'eau. Ses propriétés. Ses propriétés chimiques essentiellement, ou ses propriétés physiques. Maintenant, nous allons aborder un autre point de vue, plus compliqué. Chacun a son point de vue par rapport à cela. Beaucoup de polémiques sur ce point-là, sur ce point sur lequel je vais discuter. Et puis c'est à vous de décider par la suite. Je vais vous donner les éléments, et puis on essaiera de débattre par rapport à chacun son point de vue, par rapport à cette incroyable vérité sur l'eau. Mais avant cela, il est important que nous puissions revisiter un peu quelques notions de base. Quelques notions de base que doit savoir un physicien. Je suis physicien, donc j'ai été plus tenté par comprendre l'eau du point de vue physique que du point de vue chimique, pas par rapport à la notion de liaison, d'accord? Parce que quand vous regardez l'eau du point de vue de liaison, du point de vue donc, chimique, c'est plus par rapport à un aspect de propriété, donc comment l'eau réagit par rapport à un environnement. Mais moi, je veux voir l'eau en tant qu'élément dans la vie. En tant qu'élément dans la vie, en tant qu'élément qui peut quelquefois avoir comme un ordinateur, qui peut stocker de l'information. Comme on a dit, il stocke du gaz carbonique, il séquestre du gaz carbonique, mais est-il capable de stocker de l'information? Est-il capable de nous raconter l'histoire de la vie? Est-il capable de nous relater l'histoire du déroulement de la création de cet univers? Est-il capable de nous refaire le film de la vie en marche arrière, dans le passé? Et donc, je vais regarder l'eau, pas du point de vue classique, mais du point de vue quantique. Je vais dire c'est quoi? Du point de vue quantique, regardez l'eau du point de vue quantique, c'est-à-dire comme un élément quantique et non pas comme un élément classique, comme nous le voyons aujourd'hui, que nous le touchons par les mains. Alors, tout d'abord, cet univers, dans sa création, quand il a été créé, d'accord, j'en parlerai demain sur cet aspect de la physique et de cet aspect plus fondamental sur ceci. Mais l'organisation de l'univers, l'organisation de la création de l'univers, est basée essentiellement sur la conservation de trois grandeurs. Si nous supposons que notre univers est un système isolé, un système fermé, il y a trois grandeurs qui se conservent. Les trois grandeurs qui se conservent, il y a la conservation de l'énergie. Que rien ne se perd, tout se transforme. Donc il y a la conservation de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie, elle peut devenir chaleur, un travail peut devenir chaleur, ou la chaleur peut devenir travail, d'accord? Mais il n'y a pas de perte d'énergie, puisqu'il y a une transformation de l'énergie. C'est la conservation de l'énergie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la conservation de l'énergie? La conservation de l'énergie, parce que vous savez, et c'est ça, demain je vais en parler, la crise de la physique est due à cet élément essentiel, je le garde, je le parlerai demain, pourquoi la physique en crise, parce qu'on a commis une grosse erreur dans la physique, dans son interprétation.
et dans la vision dans laquelle nous avons voulu évoluer, nous sommes aujourd'hui devant un mur. Pourquoi? Parce que dans cette conservation de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce que toutes ces lois de la physique sont basées sur la notion de symétrie. La symétrie est l'élément fondamental de la physique. Toute la physique est basée sur un élément, la symétrie. Et qui dit symétrie dit beauté. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la conservation de l'énergie, c'est fondamentalement la translation dans le temps. Ça veut dire que tous les phénomènes, on peut les translater dans le temps. Ça veut dire que si je connais le présent, je peux prédire le futur. Et si je connais le présent, je peux savoir le passé. C'est ce qu'on appelle la translation dans le temps. Mais cette conservation de l'énergie me pose un problème, l'origine du temps. Je ne sais pas. Quelle est l'origine du temps? Ça, c'est la première conservation, la chose qui se conserve dans cet univers, l'énergie. La deuxième chose qui se conserve dans cet univers, c'est la quantité de mouvement. L'origine, c'est la symétrie par rapport à l'espace. Et donc, c'est l'origine de l'espace. D'où vient cet espace? Et la troisième, c'est la conservation du moment cinétique. C'est-à-dire, c'est la symétrie par rapport à la rotation. Et donc, c'est la direction privilégiée. Il n'y a pas de direction privilégiée dans cet espace. Toutes les directions sont équivalentes. Voilà les trois choses qui se conservent. Donc, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a trois grandeurs qui se conservent dans cet univers. Donc, c'est l'énergie, c'est la quantité de mouvement et c'est le moment cinétique. Parfait. On est tous d'accord par rapport à cela. Alors, je vais essayer d'aller plus loin dans mon raisonnement et comment je peux relationner ceci. Alors, ensuite est venu, en physique, on a une branche qui s'appelle la thermodynamique, c'est-à-dire l'évolution des systèmes dynamiques. Quand je dis la conservation, c'est-à-dire que c'est dans un état donné, d'accord, j'ai ces trois lois de conservation. Mais si je veux faire évoluer le système sous différentes conditions, de température, de pression, si je change la température, si je change la pression, si je change de l'environnement dans lequel va évoluer un système. Donc cela, je peux le résumer par rapport à la thermodynamique. Et dans la thermodynamique, il y a trois principes. Le deuxième principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Au cours du temps, l'information contenue dans un système isolé ne peut être que détruite. Ça veut dire quoi encore? L'entropie ne peut que croître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque système a de l'information en son sein. Mais si nous faisons évoluer ce système, il y aura de la perte d'informations que je ne pourrai jamais récupérer. Par exemple, si vous avez une tasse de café chaud, si vous la laissez à un moment donné, elle va refroidir. Donc elle va spontanément refroidir, naturellement refroidir. Mais elle ne peut pas redevenir chaude si vous la laissez. Ça veut dire que cette information qu'elle a perdue, elle ne pourra jamais la récupérer pour qu'elle devienne chaude. Parce qu'elle a perdu de l'information. Et donc en perdant cette information, elle ne pourra jamais être réversible. Donc ça veut dire que tous les phénomènes sont irréversibles dans le temps. Ça veut dire que tous les phénomènes, c'est-à-dire que si je vais du présent au futur, je ne peux pas revenir du futur au présent. Il y a une flèche du temps. Le temps s'écoule dans une direction. Le temps ne peut pas s'écouler dans les deux directions. Je ne peux pas revenir dans le passé. Ça, c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui impose que ceci est ainsi et je ne peux pas revenir dans le passé. Il y a une flèche de temps, il y a une direction du temps et que tous les phénomènes suivent cette direction du temps. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une perte d'information. Ça veut dire que l'information ne se conserve pas. Si l'information venait à se conserver, c'est une autre histoire.
mais nous allons voir que c'est possible, que je peux revenir dans le passé. Bon, alors donc, et ceci, on la mesure, comment la perte d'information, on la mesure par une grandeur. En physique, on attribue cette perte d'information à une grandeur qu'on appelle l'entropie. Tout le monde utilise le principe entropique, même en économie. Dans tous les domaines, en biologie, en sciences économiques, on utilise le principe entropie. Ça veut dire que le système, un système, d'accord, qui cherche à aller vers un état d'équilibre, d'accord, doit aller vers un système désordonné. C'est-à-dire que pour obtenir de l'ordre, il faut aller vers le chaos, vers un système désordonné. Donc ça veut dire que la mesure de l'entropie, c'est ce que je dis ici, ça veut dire que l'entropie ne peut que croître. Cette grandeur physique, que j'appelle l'entropie, mesure le désordre. Plus l'entropie est grande, plus le désordre est important. Plus l'entropie est faible, plus le système est ordonné. Donc ça veut dire que vous allez, à partir de maintenant, d'accord, pour me suivre, garder en tête cette grandeur, l'entropie. Si elle augmente, c'est le désordre. Si elle diminue, c'est l'ordre. D'accord? Si elle augmente, ça veut dire que c'est la flèche du temps, que le système est irréversible. Et si elle diminue, ça veut dire que le système est réversible. Je reviens à l'ordre. Hein? D'accord? Alors, donc, retenez cette grandeur parce que nous allons l'utiliser tout au long de ce que nous allons voir par la suite. D'accord? Donc, nous allons. Alors, conséquence. L'équilibre n'est atteint que lorsque toute l'information est détruite. Je prends de l'eau, je prends un café qui est chaud. D'accord? Et je le laisse refroidir. Il va refroidir jusqu'à garder une température qui est la température ambiante. Ça veut dire qu'il est à l'équilibre avec son milieu, son environnement, et donc à ce moment-là, toute l'information est détruite. Je ne peux plus revenir en arrière. Le café ne renferme plus dans sa mémoire de l'information qui puisse le faire revenir dans son état initial. Donc ça veut dire que encore, lorsque l'entropie est maximum. Donc je dirais qu'un système est en équilibre, ça veut dire qu'il a atteint son état ordonné, d'accord, que si l'entropie est maximum. Donc ça veut dire que j'ai une perte d'information. Un système est en équilibre s'il a perdu toute son information initiale. Si je prends un café et du lait, et je les mélange, je tiens un café au lait, d'accord, ça veut dire que j'ai perdu l'information initiale du café et l'information initiale sur le lait. J'ai l'information du mélange café au lait. Mais je n'ai aucune information à l'intérieur du mélange café au lait, combien ou comment était l'état du café et comment était l'état du lait. Voilà l'implication, d'accord? Si je prends une glace et je la fracasse en 1000 morceaux, d'accord? Les 1000 morceaux, c'est un état d'équilibre, d'accord? J'ai perdu l'information, je n'ai aucune information. Si on me demandait sur ce tas de petits morceaux de verre de reconstituer la forme du verre qui était initiale, si je ne le savais, je ne pourrais pas le faire parce que ces éléments ne gardent pas l'information initiale du verre tel qu'il était auparavant. Parce que, je dis, c'est la perte de l'information. L'information est complètement détruite. L'information n'existe plus. Regardez, donc on a parlé jusqu'à présent d'un terme que nous allons garder en tête, l'information. Donc nous avons introduit un nouveau élément, l'élément information. Nous avons parlé tout à l'heure, nous avons dit énergie, quantité de mouvement, moment cinétique. Aujourd'hui, nous avons introduit un autre élément,
l'information. L'énergie, on peut la mesurer. La quantité de mouvement, on peut la mesurer. L'énergie cinétique, on peut la mesurer. Mais est-ce qu'on peut mesurer de l'information? Est-ce qu'on peut mesurer de l'information? Est-ce qu'on peut trouver un métrique, comme on trouve un métrique pour toutes les autres grandeurs, un métrique pour l'information? Donc regardez en tête ce concept, le concept d'information. Alors, cette entropie a cette grandeur qui s'appelle entropie. Il faut faire un petit rappel historique de comment elle a été introduite. C'est d'abord l'entropie, la première fois qu'elle a été introduite, elle a été introduite par Clausius, Rudolf Clausius, thermodynamicien pour les années dans la fin du 19e siècle, d'accord, 1865. Il définit l'entropie comme la variation de la quantité de chaleur par rapport à la variation de la quantité de chaleur par rapport à la température. Et puis, c'est pour ça qu'il dit l'entropie ne peut que croître au cours du temps selon ce deuxième principe. Et puis, il y a un Autrichien qui s'appelle Ludwig Boltzmann en 1872 qui introduit un autre concept de l'entropie. Et c'est lui qui dit que l'entropie, c'est la grandeur qui mesure en fait le désordre dans un système. Et donc il introduit cette fameuse équation. S, la quantité, c'est un paramètre, K, qu'on appelle la constante de Boltzmann, en son honneur, d'accord, c'est une constante, log de W, qui est une probabilité, d'accord. Il introduit la première fois la notion de probabilité, la notion de statistique, qui auparavant n'était pas introduite dans le concept de la physique. Donc il introduit la notion de probabilité et la notion de statistique et la notion d'état. Un état de la matière, un état d'un système est mesuré par une probabilité dans laquelle il se trouve cet état. On n'est pas sûr, avec certitude, qu'il est dans cet état, mais il est probable qu'il soit dans cet état. Mais en 1865, quand il énonce ce théorème, Ludwig Boltzmann, personne ne le croit. Oh, tout le monde pense que c'est un charlatan. Oh, on le méprise. Et puis de chagrin, il se suicide. De chagrin, il se suicide. Comment personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire? Pourquoi tout le monde méprise la façon de voir aujourd'hui la physique? C'est-à-dire qu'il a introduit la physique statistique, qu'on n'a jamais pensé introduire dans le concept de la thermodynamique. Eh bien, il se suicide. Et c'est bien après sa mort, qu'on le glorifie, que Boltzmann avait raison. C'est comme Galilée. Parce que quand Galilée, il a dit, donc il a énoncé, donc il a dit que la Terre n'était pas le centre de l'univers, que la Terre tournait autour du Soleil et qu'il y avait une gravitation qui faisait tout ceci, personne ne voulait le croire. Et l'Église a voulu le mettre au bûcher. Comme Georges Darmon, qui était aussi physicien et qui était passé au bûcher. Mais lui, comme l'avait aussi bien dit Kepler, il a dit, il n'avait pas assez de courage. Parce que Galilée, quand il est venu, quand on a fait son procès, pour lui dire, donc est-ce que vous êtes un peu en train de nuire à la religion, il a nié. Il a dit, oui, c'est vrai, la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Et comme ça, il a eu la vie sauve, d'accord? Et donc, lui, parce qu'il a dit, en fait, tous les objets tombent de la même façon. Tous les objets tombent de la même façon. Ça veut dire que si vous avez un marteau dans la main, et vous avez une plume dans la main, et vous allez les laisser, ils devraient tomber de la même façon et toucher le sol de la même façon.
Mais en réalité, ça ne se fait pas. Parce que pourquoi? Parce que dans la terre, il y a de l'air, donc il y a des frottements. Donc c'est normal quelque chose qui est plus lourd, donc plus vite que quelque chose qui est plus léger. Il fallait attendre Apollo 11 que quand Glenn Scott est parti sur la Lune, donc quand il est parti sur son voyage sur la Lune, on lui a donné une expérience à faire. On lui a dit, fais l'expérience qu'a prédit Galilée, que toutes les choses tombent de la même façon. Et on avait regardé à la télé à l'époque, d'accord, dans les années 70, donc l'image où Glenn Scott porte dans la main un marteau et une plume dans l'autre main, mais comme nous sommes dans le vide, il n'y a pas de frottement, il lâche le marteau, il lâche la plume, et on voit bien qu'il tombe au même moment. Ça veut dire que tous les objets tombent de la même façon, dans le vide. Donc c'est la même chose par rapport à Boltzmann. Personne ne l'a cru à l'époque. Mais vous savez, quand quelqu'un est incompris, c'est très contraignant pour le mental, et c'est suicidaire. Voilà un peu cette histoire, cette anecdote sur Boltzmann. Et puis, comme j'ai dit, ça veut dire que, paradoxalement, quand vous regardez les choses en fait, il y a Prigorine, prix Nobel de chimie, il a écrit un livre qui s'appelle La fin des certitudes. Lui, il s'intéressait sur ce qu'on appelle le phénomène dissipatif, c'est-à-dire des phénomènes qui étaient réversibles, qui pouvaient, c'est-à-dire que quand je fais un mélange de molécules, ça veut dire que j'ai un état, il y a un effet mémoire, d'accord, et puis la molécule peut se rappeler de sa mémoire et elle peut revenir dans son état initial. Et donc, comme j'ai dit, il y a Prigogine, donc insiste sur le fait que cette entropie, c'est l'élément essentiel de cette notion d'irréversibilité et de réversibilité. Comme j'ai dit, deux notions que nous allons traîner avec nous pendant ces moments-là, c'est la notion de réversibilité et de réversibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais le présent, je vais évoluer vers le futur, parce que la flèche du temps, elle a un sens, elle va vers le futur, d'accord? Et si je suis dans le présent, est-ce que je peux revenir dans le passé? Donc ça veut dire que, du point de vue de l'entropie, je ne peux pas revenir dans le passé. Donc ça veut dire que les systèmes ne sont pas réversibles. Il n'y a pas de réversibilité dans les systèmes. Que les systèmes sont irréversibles. Une fois qu'ils sont dans un état, ils ne peuvent pas revenir dans l'état initial. Donc, irréversibilité, réversibilité. Mais paradoxalement, regardez le paradoxe de la physique. C'est que toutes les lois fondamentales de la physique sont réversibles. Toutes les lois fondamentales de la physique sont réversibles. Si vous remplacez dans les équations fondamentales de la physique T par moins T, vous obtenez le même résultat. Parce que tous ils sont basés sur la notion de symétrie, sur la notion de translation dans le temps ou sur la notion de translation dans l'espace. Changez x par moins x ou changez t par moins t, vous obtenez la même chose. Parce que toutes les lois de la physique sont réversibles. Alors, comment cet univers qui est régi par des lois qui sont d'origine réversible induit des phénomènes qui sont irréversibles? La question se pose. Comment un univers qui est régi par des lois physiques qui sont réversibles, qui sont symétriques, induit des phénomènes qui sont irréversibles dans le temps? Ça veut dire que T et moins T, ça donne deux choses qui sont complètement différentes. Donc, posons-nous cette question, essayons de réfléchir à comment résoudre ce problème. Donc, il y a beaucoup de spéculations. On attribue ça au vide quantique pour expliquer tout ceci, d'accord? Mais regardez, maintenant on peut prendre deux points de vue assez, comme j'ai dit, le deuxième paradoxe.
Comme j'ai dit, tous les phénomènes ont une flèche du temps. Tous les phénomènes sont irréversibles, ça veut dire que l'entropie, on va vers le désordre. Tous les phénomènes vont aller vers l'augmentation de l'entropie, on va aller vers le désordre. Mais la vie, elle s'organise en ordre. Un être humain, il y a de l'ordre. S'il y a le désordre dans son corps, c'est la catastrophe. Ça veut dire, regardez, cette loi entropie semble contredire ce que l'on constatait dans certains phénomènes physiques, et tout particulièrement les phénomènes de la vie, qui produisent sans cesse de l'organisation et de la complexité. Ça veut dire que tous les phénomènes de la vie, ils induisent une organisation. Donc s'ils induisent de l'organisation, ils induisent de l'ordre. Une maladie, c'est un désordre dans l'être humain. C'est un dysfonctionnement d'un organe. Si c'est un dysfonctionnement d'un organe, ça veut dire que la maladie, c'est que le contrôler, ce n'est pas une situation où nous sommes dans une organisation de l'être humain. Et donc ça veut dire que quelque part, ce principe anthropique, pouvons-nous l'appliquer à l'être humain? Est-ce que l'entropie dans un être humain suit cette loi-là? Voilà, Schrödinger, quand il a introduit la mécanique quantique, il a essayé d'expliquer. Et il a lié l'entropie à la mort. Mais bon, je ne vais pas rentrer ça, c'est un autre débat, que nous pourrons peut-être l'occasion de débattre de cela, de la relation entre la mort et l'entropie, mais ce n'est pas l'ordre du jour de cette conférence. Donc, il y a quelque part, d'accord? Donc ça veut dire qu'au lieu de détruire les niveaux d'organisation, qu'ils ne tendent pas vers l'immobilité. D'un côté, vous avez tous les systèmes physiques qui vont vers le désordre, donc l'entropie augmente, et vous avez tous les systèmes vivants qui vont vers l'ordre. Donc ça veut dire quoi qui vont aller vers l'ordre? Rappelez-vous, ça veut dire que l'entropie diminue. Tous les systèmes physiques, l'entropie augmente, mais dans l'être humain, ça veut dire que l'entropie diminue. Et qu'est-ce qu'on a lié l'entropie à quoi tout à l'heure? La mesure de l'information. Ça veut dire que dans tous les principes physiques, tous les phénomènes physiques, il y a une perte d'information, mais que dans l'être humain, il n'y a pas de perte d'information. Ça veut dire que quelque part, il y a la conservation de l'information. Donc, quelque part, il se peut qu'il y ait aussi la conservation de l'information dans cette vie, dans cet univers. Parce que, et comment on se passe, on va le voir avec plus de détails si on a le temps, d'accord? Et donc, nous allons encore à un débat plus profond. Un débat plus philosophique, à des questionnements plus importants par rapport à nous, par rapport à l'organisation de cette vie. Comme j'ai dit, l'évolution produit-elle plus d'informations? Vous avez entendu parler, on parle de l'évolution des espèces. D'accord? Il ne faut pas confondre entre l'évolution des espèces et l'évolution telle qu'elle est vue par Darwin. Le darwinisme est une forme d'évolution. L'évolution est une autre, c'est plus vaste que le darwinisme. Donc ici, est-ce que l'évolution, puisque notre planète, notre système, notre univers a évolué à partir du Big Bang, il y a eu le Big Bang, ensuite il y a eu les éléments, la nucléosynthèse, la formation des éléments, ensuite la formation des étoiles, la formation des systèmes planétaires, des galaxies, ainsi de suite. Donc c'est l'évolution, c'est une évolution. Comme l'évolution, d'accord, des espèces, etc. Alors, cependant, sur une simplification du deuxième principe de la thermodynamique.
Certains scientifiques avancent que la physique interdirait l'évolution. Ça veut dire que si nous maintenons sur ces principes de la physique, il n'y aurait pas d'évolution. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que tout ceci, le trésor de la statistique engendre la complicité, mais ce que je vous rappelle, c'est cette fameuse expérience de pensée qu'on appelle le démon de Maxwell. Pour contredire ce principe, comme j'ai dit tout à l'heure, le principe anthropique, comment je peux expliquer dans ce cadre-là, d'accord, qu'il y a des processus qui sont réversibles et des processus qui sont irréversibles. Donc on a imaginé ce qu'on appelle une expérience, on l'a appelé le démon, d'accord, l'expérience du démon de Maxwell, puisque c'est lui qui a imaginé. C'est comme si vous avez deux compartiments, il y a un démon qui ouvre la porte, qui peut ouvrir, fermer la porte. Je ne vais pas rentrer dans cette état, mais il démontre en fait cette expérience de pensée extraordinaire. Elle démontre un principe extrêmement important aujourd'hui dans la vie, dans l'évolution des choses, dans la conception de la physique. Elle démontre en fait qu'il y a une relation fondamentale entre l'énergie et l'information. Il y a une relation fondamentale entre l'énergie et l'information. Ça veut dire que l'énergie peut se transformer en information et l'information peut se transformer en énergie. Chose qui n'était pas imaginable. C'est-à-dire que l'énergie peut se transformer en chaleur, le travail peut se transformer en chaleur, la chaleur se peut transformer en travail, etc. D'accord? Ça reste d'un point de vue mécanique, thermodynamique. Quelque chose de physique, de mesurable. D'accord? Mais ceci introduit un concept extrêmement dangereux, qu'il y a une relation intermittente entre l'énergie et l'information. C'est ce qu'apporte cette expérience de pensée du démon de Maxwell. Alors, ceci nous ramène, et un peu de patience avec moi pour arriver à la conclusion de l'incroyable vérité sur l'eau, parce que je suis obligé de passer par ces éléments pour pouvoir arriver à la conclusion auquel nous allons arriver ensemble, d'accord? Un homme, un mathématicien, il s'appelle Gödel, John Gödel. Comme vous le voyez, d'accord, qui révolutionne le monde des mathématiques, qui un peu, il dit aux mathématiciens, calmez-vous un peu, messieurs, vous qui pensiez être les maîtres du monde en matière de savoir et de pensée, c'est normal, notre monde est un monde mathématique, d'accord? Tout est basé sur des mathématiques. Nous utilisons les formules partout, d'accord? Et donc, il leur dit, calmez-vous. Il y a quelque chose qui cloche en mathématiques. Parce que quand vous faites un théorème en mathématiques, vous opposez des hypothèses. Et en posant des hypothèses, c'est-à-dire des actions. D'accord? À partir de ces actions, vous essayez de démontrer le théorème. Vous arrivez à une conclusion, soit que ces actions, pour ce théorème, vous donnent un résultat qui est vrai, ou bien que ces actions vous donnent un résultat qui est faux. C'est-à-dire que la conclusion que vous arrivez, vous allez dire c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas d'autre réponse. Soit votre résultat est juste, soit votre résultat est faux. Et donc Gödel arrive avec ce théorème qu'on appelle le théorème d'incomplétude. Le théorème d'incomplétude, ça veut dire que toutes les théories sont incomplètes. Il n'y a aucune théorie qui est complète. Ça veut dire qu'il y a des situations auxquelles nous pouvons dire ni c'est vrai, ni c'est faux.
il y a des situations, il démontre qu'il y a des situations mathématiques auxquelles nous arrivons à la conclusion où nous sommes indécis. Il y a de l'indécision. Je ne peux pas être sûr qu'ils sont vrais et je ne peux pas être sûr qu'ils sont fausses. Donc ça veut dire que les mathématiques, messieurs les mathématiciens, ne soyez pas aussi sûrs que vous, de vous, en disant que notre théorème est vrai ou notre théorème est faux, parce qu'il y a des situations où vous êtes dans une situation d'indécision, où vous ne pouvez pas être vrai. Et ça a beaucoup d'implications, nous allons voir ce théorème. C'était l'ami intime d'Einstein, Gödel. Gödel était l'ami intime d'Einstein, et Einstein disait, cet homme est d'une logique extraordinaire qu'on n'a jamais vue dans le monde. Parce qu'il était logicien, lui, Gödel. C'est basé sur la logique. Comment raisonne logiquement un être humain pour arriver à ce théorème d'incomplétude, d'accord, sur cela. Et donc, comme je dis, donc ça veut dire que toutes les théories sont incomplètes, ça veut dire que presque tout est indécidable. Ça veut dire que toutes les situations que nous vivons sont indécidables. Et donc nous arrivons à la conclusion, en fait, vous avez deux magnifiques livres que vous pouvez lire, d'accord, c'est le livre qui a été fait par Douglas Hofstadter, qui s'appelle Gödel, Becher et Bach, qui compare trois grands, chacun dans son domaine, d'accord, par rapport, c'est-à-dire que c'est tellement beau, c'est tellement artistique, d'accord, quand on compare une œuvre de Becher ou une œuvre de Bach avec une œuvre de Gödel, avec les œuvres de Gödel. Et puis vous avez un autre livre qui s'appelle Les démons de Gödel, qui est par personne OPS, d'accord, logique et folie. Ça veut dire cette logique qui nous induit vers la folie, en fait, qui est folie. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, il est impossible de tout expliquer avec une théorie, ni même avec une supposition finie de théorie. Ça veut dire, d'une certaine manière, il démontre l'existence de mystères. Ça veut dire que notre vie est faite de mystères que nous ne pourrons jamais expliquer.